Alors, bonjour, merci tout le monde d'être passé. C'est en train d'enregistrer, fait que ça commence officiellement. On a comme vous avez vu, on a beaucoup d'équipements, on a beaucoup de gens qui sont comme ici, puis qui ont fait un peu de bénévolat et tout. On remercie tous ces gens-là, puis je vais les nommer parce que c'est vraiment important. Puis au premier chef, les productions Mission Vision, dont l'affiche est là-bas, c'est eux qui fournissent ce matériel-là qui m'impressionne depuis tantôt. Puis l'expertise aussi m'impressionne depuis tantôt. La Société Saint-Jean-Baptiste, je remercie leur gentillesse. Ensuite, le Comité souverainiste de l'UQAM, le Centre étudiant de recherche et d'action nationale. Les invités, Patrick Bourgeois, Alexandre Leduc, Geneviève La Jeunesse, Xavier Barsalou-Duval et ma co-animatrice Coralie. J'aimerais remercier Louis Fortin personnellement, Mathieu Boudreau, Louis-Ernest Bois qui vient de faire un nouveau logo pour l'émission. Il a fait ça aujourd'hui, alors merci. Naïm Kazmi qui sera à la caméra ici. Leslie Lazara qui a pris des photos un peu de tout le monde, de vous incluant. On va tout mettre ça sur Facebook avec ça va être super drôle. Merci Leslie. Douteux TV sur le réseau sur lequel ça va être diffusé. Douteux.org, l'organisation qui chapeaute Douteux.tv et qui organise le CALIC. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une affiche à l'entrée, un événement qu'on propose prochainement. Louis-Philippe Dubois, qui est l'organisateur principal de cet événement-là. Merci, c'est lui qui m'a approché pour faire ça ici. Et Cyril Duchamp-Vignal, qui est dans la salle avec vous. Alors, merci Cyril. Et on commence, alors on va aller écouter notre joli thème. Où est-ce qu'on est? 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 À cause du roi Pato. Non, c'est pour ça que je suis pas gauchiste. Mais ça commence bien. Bon, alors, le déroulement de l'émission, on va commencer par présenter et faire une courte biographie des invités. Je commence par Xavier. Xavier Barcelou-Duval est président du Forum jeunesse du Bloc québécois depuis mars 2012. Il siège actuellement sur le conseil d'administration du mouvement Montréal français depuis 2011. Jeune militant qui a commencé à faire ses classes en 2008. Il s'est depuis impliqué sans relâche au Bloc québécois en tant que membre de l'exécutif de circonscription et en tant que président régional du Forum jeunesse pour la Montérégie. Par le passé, il fut collaborateur à l'autre journal, et s'est impliqué au sein de la Société Jean-Baptiste de Montréal et du Parti québécois. Et il est notamment détenteur d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat en sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, merci d'être venu, Xavier. Merci de me recevoir. C'est à mon tour de parler. Donc, Geneviève La Jeunesse est titulaire d'un baccalauréat en sociologie. Elle a étudié aussi à la scénarisation en médias interactifs à l'INIS. Donc, beaucoup de bénévolat aussi. 15 ans de bénévolat en coopération internationale et médias au Club 2 tiers, au CMAQ, Île sans fil, Triathlon Québec, et d'implication dans divers partis politiques. Et maintenant, elle est conseillère à l'exécutif pour le Parti québécois dans Verdun. Et merci particulièrement d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, considérant que t'es enceinte. Non, mais c'est parce que ça a plus de poids comme ça. C'est 1,75 électeurs. C'est pas encore tout à fait. OK, ensuite, alors on a Alexandre Leduc, ce jeune syndicaliste initié à la chose publique quand il organise la syndicalisation de son emploi d'été en 2007. À ce moment, il avait déjà quelques années d'expérience dans le mouvement étudiant, entre autres au sein de l'Association des étudiants de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, où il a complété sa maîtrise en histoire. Depuis, il travaille dans le milieu syndical et s'implique activement en politique au sein de Québec solidaire, dont il est le candidat à la circonscription de Schlager-Maisonneuve, ainsi que le candidat à la succession d'Amir Kadir en tant que porte-parole homme de parti. Ça sera la semaine prochaine, je pense, Alexandre. Pas la fin de semaine qui vient, celle qui suit, donc le 4 et 5 mai. D'accord, on te souhaite une bonne chance très cordiale. Merci d'être venu. Et enfin, notre dernier panéliste, Patrick Bourgeois, reconnu comme un militant radical selon Wikipédia.
Je suis vous le super dis. gentil, puis on Ouais. commence tout de suite à m'étiqueter. Mais écoute, directeur du journal Le Québécois, journal alternatif prônant l'indépendance du Québec. Il est également président du Réseau de résistance du Québécois, le RRQ, et il siège sur le Conseil national du Parti indépendantiste Option nationale. Non, option nationale. OK. Parti indépendantiste Option nationale. Ça arrivait, c'est un adjectif. Patrick Bourgeois est détenteur d'un certificat en journaliste, un certificat en enseignement collégial, un baccalauréat et une maîtrise en histoire et un doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. Ah ouais? C'est qui a fait les cours. Ah. Ah, ben mon Dieu, j'avais pas bien vu. Ben bravo quand même. Mais c'est ça. Ben merci d'être venu aussi à tous. Je rappelle que l'émission va être diffusée jeudi à 19h30 sur les ondes très connues et médiatisées de douteux.tv. Alors, on vous invitera à l'écouter, à le partager ensuite. La formule du débat, c'est qu'il y a 3 blocs. On va parler du mode d'ascension à l'indépendance, de l'exercice du pouvoir avant l'indépendance, lorsque le parti est élu, et ensuite, on va parler de la manière dont on peut travailler ensemble, les différents partis. C'est une question par bloc. La question, vous aurez 2 minutes chaque personne pour répondre. Et ensuite, il y aura des questions de relance ou un débat de 17 minutes, des questions du public quand on le jugera pertinent. Il y a des micros qui sont placés dans les 2 allées, c'est pour ceux qui veulent y aller, poser une question dans les moments définis pour ça. Alors, je commence avec la première question. On parle du mode d'ascension à l'indépendance. La première question qu'on a formulée, c'est en prenant en compte des causes communes des défaites référendaires. Pourquoi on a perdu en 95, en 80? Pourquoi certains partis sentent le besoin de renouveler la stratégie indépendantiste? Et là, vous avez chacun un tour de rôle de 2 minutes pour parler. Qui veut commencer? On va commencer avec au pouvoir, oui, Geneviève, la fille. Ben d'accord. En fait, j'aime la question, mais j'aimerais décoder quelque chose dans cette question-là, parce qu'on dit les causes de la défaite. De quelles causes parle-t-on? Est-ce que c'est des causes de l'insécurité des Québécois? Est-ce que c'est des causes au niveau de la communication, du message souverainiste? C'est ça, on parle de stratégie surtout, parce que là, on change le mode d'ascension à l'indépendance. Il y a des partis qui le proposent. Alors là, est-ce que c'était la stratégie qui posait problématique? Bien, à mon sens, la valeur d'une stratégie, quand elle est appliquée sur le terrain et qu'il y a fourberie sur le terrain, c'est difficile d'en évaluer la véritable qualité. Et ça rend ma réponse à cette question-là. Je dirais, c'est comme répondre à la mauvaise question. Comment se fait-il qu'on est capable d'avoir des référendums dont la légitimité n'est absolument pas, à mon sens, là je ne parle pas au nom du pouvoir, je parle au nom de Geneviève la jeunesse, mais à mon sens, vraiment pas clair. Je suis sûre que vous avez tous lu le référendum volé autour de la table ici. Il y en a d'autres dans ça qui ont dû le lire. La stratégie était-elle mauvaise? Comment aurait-on pu empêcher le fédéral de nous le voler pour 95? Est-ce qu'il y aurait une stratégie qui nous aurait permis de faire ça? Est-ce que le regard international aurait pu être tourné plus sur le Québec? Peut-être, mais comment? De quelle manière? Est-ce qu'on pouvait vraiment pressentir l'ampleur de ce vol? À mon sens, j'étais jeune. Je n'ai pas pu mettre la petite croix. Cette année-là, j'ai pu mettre des collants partout à Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple. À mon sens, je pense qu'on ne le sentait pas. On se disait que ça serait trop gros. Xavier? OK, bien, si Geneviève avait fini. Bon, ben moi, premièrement, en 95, j'étais pas très vieux. Hein, je pense que j'avais 6 ans. Donc, ce que je me rappelle pas mal de ça, c'est qu'on achalait les profs à l'école savoir si elle allait voter oui, si elle allait voter non. La plupart, quand ils disaient non, on les achalait. Puis finalement, bon, ils disaient qu'ils savaient plus pour qu'on arrête de les achaler. Mais globalement, bon, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, mais j'ai lu quand même là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, par exemple, la carte d'électeur qui, je pense, qui aurait été un moyen vraiment important puis vraiment fort. Puis aussi la question de surveiller. On sait qu'il y a eu beaucoup de monde qui a été naturalisé à la fin. On sait qu'avec une carte d'électeur du Québec, mais il n'aurait pas pu naturaliser autant d'immigration aussi rapidement. Puis il y a peut-être des gens qui ont voté qui n'avaient pas le droit de vote. De un. De deux, il y avait aussi la question de toutes les entreprises à charte fédérale qui n'étaient pas nécessairement contrôlées, qui auraient pu être utilisées des stratégies pour faire en sorte de les inciter à respecter les quotas puis les choses qui ont été évoquées. Sauf qu'en même temps, on peut les excuser dans le sens que
il y avait certainement une certaine naïveté en croyant que les règles du jeu allaient être pas mal respectées parce que, bon, c'était pas, il n'y avait pas vécu l'expérience qu'on a vécue. Fait qu'avec le recul, maintenant, c'est facile de dire ça. Alexandre, les deux intervenants ont mentionné ce que moi j'appelle les causes communes de la défaite référendaire, c'est-à-dire de l'ingérence fédérale, le référendum volé, le livre de Robin Philpot, entre autres. Si c'est ça les causes communes, comment une constituante comme AQS ou la méthode du lit à ON vient changer la donne? Pourquoi c'est nécessaire de changer la stratégie qu'on a toujours eue si c'est juste une question de fraude qu'on a perdue? Très bonne question. À mon avis, si tu veux, en fait, la partie adverse, qu'est-ce qu'elle a comme force? Elle a la force du statu quo. C'est très, très puissant, hein, le statu quo. Et pour réussir à convaincre une large proportion, une large majorité de la population de sortir du statu quo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vaincre la peur. Et je pense que c'est ça qu'on a eu le plus de misère à faire dans les deux référendums précédents, c'est vaincre la peur. Et ça, c'est un immense défi qu'on aura à régler pour la prochaine fois. Et la façon dont Québec solidaire propose de vaincre la peur, c'est par l'information, c'est par le débat et par la mise sur place d'un plan très clair de qu'est-ce qu'on va faire à l'an 1, qu'est-ce qu'on va faire après avoir gagné ce référendum-là. La façon dont on arrive à esquisser le contour le plus clair possible du jour 1 de l'indépendance, c'est l'Assemblée constituante. C'est-à-dire, avant de tenir le référendum, on tient de larges consultations, de larges débats citoyens, et à partir de ces débats-là, on élit sur une assemblée constituante, comme ça s'est fait dans les pays d'Amérique latine qui ont récemment sorti de la dictature et qui ont opéré un changement important au niveau de leur constitution. Alors, on fait des grands débats, on décide de nos institutions, on décide de nos valeurs, on les enchâsse dans cette constitution-là, on donne une saveur, une couleur à ce pays en devenir-là, et c'est sur cette constitution-là qu'on vote, dont l'article 1 serait potentiellement « Le Québec est un pays ». Alors, on vote là-dessus, c'est en votant oui à cette constitution-là qu'on se libère comme peuple, qu'on donne accès à l'indépendance. Donc, on a clairement sur papier à quoi va ressembler l'an 1 de l'indépendance, et en faisant ça, nous, on fait le pari qu'on va être en mesure de vaincre la peur et de gagner une majorité. Merci, Patrick. La même question. Bien, on va se dire, je pense, les vraies affaires ici aujourd'hui. Tous les partis indépendantistes, on n'est pas trop sûr de ce qu'il faut faire pour sortir du cul-de-sac dans lequel on est présentement. Moi, j'évalue la stratégie des partis, puis ce qui me stimule, puis ce qui me fait me rallier à un parti plus qu'à un autre, moi, c'est une question d'attitude. Moi, j'ai vécu 95, j'étais assez vieux pour voter même. Et la peur dont Alex parle, oui, c'est vrai, mais la première des choses pour tuer cette peur-là, c'est d'avoir des partis qui n'ont pas peur eux-mêmes. Moi, je regarde le Parti québécois, puis que j'étais très péquiste, mais je le regarde trembler à la seule évocation de son article 1. Comment voulez-vous donner confiance aux gens avec ça? C'est sûr que on entretient la peur en ayant cette attitude-là. Alors moi, ce que j'aime chez Option nationale, c'est vraiment la méthode du lit. L'Assemblée constituante est aussi dans notre arsenal, mais la méthode du lit, c'est qu'on dit tout de suite aux gens, nous, si vous votez pour nous, il n'y a pas d'assemblant, c'est l'indépendance, c'est vers là qu'on s'en va. Si vous votez pour nous, on va poser des gestes dès notre arrivée au pouvoir, des gestes qui sont quand même forts. Le jour où on déciderait qu'on n'envoie plus nos impôts à Ottawa, c'est une quasi-déclaration unilatérale d'indépendance. Et moi, où je me distancie un peu de Québec solidaire, que j'aime beaucoup aussi Québec solidaire, mais ils ont beaucoup plus une approche de démocratie participative. Moi, c'est plutôt représentatif. Fait que moi, je veux des élites fortes, je veux des gens qui vont arriver au pouvoir et qui vont utiliser l'État pour nous amener là où on doit aller, parce que l'indépendance, c'est vraiment la seule façon pour le Québec de s'accorder un avenir. Sans ça, on deviendra autre chose. On se fondra dans le tout canadien nord-américain. OK. Là, on rentre dans une période de débat où vous pouvez tous parler les uns par-dessus les autres, comme à la course du roi Pato. La grosse critique qui est faite, entre autres, à QS, ON, surtout à QS sur cette question-là, c'est que lorsqu'on propose quand on ajoute à l'indépendance d'autres conditions, par exemple, lorsqu'on dit que c'est une république, lorsqu'on dit que ça va être un pays avec un droit à l'éducation ou quoi que ce soit, on perd à chaque petite tranche, une tranche d'électorat à chaque nouveau point qu'on ajoute. La constituante de QS, la constitution d'ON, pourrait ajouter ça. Ça s'est beaucoup dit. Par exemple, au Lac Meach, au Canada, quand ils ont fait le Charlottetown, le référendum de Charlottetown, ils ont ajouté plein de trucs sur les droits des Indiens et tout ça. Puis, il y a eu plein de votes qui se sont perdus au Canada parce que dans l'accord constitutionnel de Charlottetown, il y avait il y avait aussi toutes sortes de choses. Je ne me rappelle plus, mais la loi sur les Indiens, ça avait été un gros facteur. Alors là, je lance la question. Est-ce que c'est vraiment un problème? Puis je pourrais commencer. Vas-y, commence.
Tu vois, nous, là, ce que j'aime aussi chez Option Nationale, c'est que la constituante fait partie des outils qu'on se donne, mais c'est pas nécessairement ça. On peut, nous aussi, arriver, si on prenait le pouvoir, puis, je sais pas, il y a une crise du type Meach, puis les intentions de vote pour l'indépendance sont dans le plafond, bon, ben là, on peut y aller tout de suite avec un référendum sur l'indépendance. Ça peut être ça qu'on décide de faire. On peut aussi commencer à poser des gestes inhérents au lit, et puis faire entériner le tout avec un vote référendaire sur la constituante. Donc, nous, il y a une souplesse, mais ce qui est bien chez ON, c'est l'attitude. Le chef n'a pas peur, les militants n'ont pas peur, et ça donne confiance aux gens parce que c'est vraiment vers là qu'on s'en va. Chez QS, où moi j'ai des problèmes, c'est qu'à un moment donné, c'est que là, on doit élire un gouvernement QS. Après ça, si j'ai compris, il y a des élections pour décider de qui sera sur l'Assemblée constituante. Après ça, là, on va s'ostiner sur la constituante. Puis là, le parti dit lui-même que c'est pas sûr que ça va être l'indépendance. Donc, il y a une ambiguïté à travers toutes ces démarches-là qui, moi, me stimule pas beaucoup, mais peut-être que c'est pas ça. Mais... surtout la dernière chose que tu as dit, on n'est pas sûr qu'il va y avoir l'indépendance à la fin. Ça, c'est un des grands mythes, à mon avis, qui était entretenu alentour de Québec solidaire. Puis ma candidature à la porte-parole actuelle, la course à la porte-parole actuelle se veut un peu dans le sens de démystifier ça. Au contraire, clarifier ça. Au contraire, ça a toujours été clair depuis la fondation de Québec solidaire. Nous sommes un parti indépendantiste. Pour nous, le Québec ne peut pas aller au-delà, ne peut pas aller au bout de ses rêves, au bout de ses ambitions, s'il ne possède pas tous ses leviers. Donc ça, je pense que dans la salle ici, là, ça va être un consensus assez clair. On n'aura pas besoin de se convaincre là-dessus. Cela dit, là, on a l'ambition d'aller fonder un nouveau pays. Pour ce faire, là, il faut d'abord que nous, on le fasse. Hein, ça, c'est la première chose. Mais il va falloir aussi qu'on soit reconnu par un ensemble de voisins, qu'ils soient américains ou qu'ils soient outre-mer. Moi, ce que j'ai peur un peu de la stratégie d'ON actuelle, qui s'approche beaucoup d'une élection référendaire, c'est qu'on n'ait jamais, en fait, cette reconnaissance-là des autres pays, parce qu'il n'y aura jamais eu un moment fondateur clé où est-ce qu'on aura voté là-dessus. Parce qu'une élection, on va se le dire, ça peut être sur plusieurs enjeux. Ça peut et ça devrait notamment être sur l'indépendance, mais c'est sur plusieurs autres choses aussi. Veut parler, moi, je crois. Au niveau d'une élection, au niveau d'une élection référendaire, c'est une chose, mais avez-vous regardé la quantité de gens qui ont voté aux dernières élections quand on présumait d'une énorme mobilisation, d'une énorme politisation du peuple québécois? Des nouvelles pour vous autres, là, dans certains secteurs de Montréal où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, dont Mont-Verdun, il y a moins de gens qui ont voté. Alors, quand j'entends parler d'une démarche constituante, quand j'entends parler des lits, moi, je me dis, on n'a pas la base, les gens ne sont pas solidarisés autour de cette idée-là pour faire un geste de plus. Je pense qu'il faut y aller avec ce qui est simple, puis une démarche constituante, là, c'est pas simple pour grand monde. Dans le fond, on vient souvent au référendum, mais justement, dans le fond, tout est pas mal entériné par un référendum à la fin. Donc, à la fin, vous trouvez pas que vous ressemblez un peu quand on y pense? On veut tout finir par un référendum avec l'indépendance. Mais c'est sûr qu'à quelque part, dans une démarche de libération nationale, il faut que tu fasses intervenir le peuple à quelque part. Là. On peut pas arriver puis dire, bon, ben là, ça se fait pas, à part le Kosovo, quand ils ont un grand ami en arrière qui s'appelle les Américains. Puis, tu sais, Alex, il parlait tantôt de reconnaissance internationale. Moi, je pense pas que c'est l'Assemblée constituante qui fait en sorte que tu es capable d'aller chercher une reconnaissance internationale. Je faisais référence au référendum. Oui, c'est ça. Mais, en rupture avec c'est avec le travail. C'est avec le référendaire. travail que tu vas chercher une reconnaissance internationale. Parizeau, qui est un grand chef du Parti québécois, le plus grand selon moi, a travaillé énormément d'arrache-pied pour aller chercher, tu sais, le grand jeu, puis de jouer Paris, puis Washington, parce qu'il a travaillé. Tu sais, présentement au Parti québécois, puis quand j'étais au cabinet Landry, tu sais, on me disait, bon, ben, on n'a rien fait depuis X nombre d'années, puis on fait rien. Puis là, je regarde la gouvernance souverainiste. C'est pas le cas, là. Mais si on regarde la gouvernance souverainiste actuellement, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se rapprocher quand même du lit, c'est-à-dire on place l'adversaire dans une position où il doit bouger. On le force à bouger, mais vous vous menottez vous-même tout de suite en partant en disant, bon ben, s'ils disent non, ben on fera rien, on violera pas la constitution illégitime qu'on s'est fait imposer, puis on fera pas de geste de rupture. Ça fait que là, finalement, vous allez retourner chez vous la queue entre les jambes, ça va finir là. Non, c'est pas ça qui est dit. C'est que pour disons, je vais dire un chiffre ridicule, là, mais le 30% de la population qui attend ce geste-là avec « allons-y, là, pourquoi qu'on reste à côté du lit comme ça quand on peut bien y aller? » C'est certain que ces gens-là, on dit, là, il y a une question de temps, il y a une question de momentum, on est capable. Mais pour le 20-30%, le 20-30% qui va nous le faire gagner, le référendum, ce n'est pas net, cette question-là. Ce n'est pas net que on peut y aller puis tout défoncer, puis défoncer n'importe. Il faut que ça se fasse dans un certain processus, que ça soit documenté. Là, on va le documenter, là, mais pas pour rire qu'on se fait dire non.
Puis comment on intègre, ben justement, Xavier, comment on intègre le bloc dans cette stratégie indépendantiste-là? Ben moi, je suis où? Je veux dire, dès qu'il y a une élection indépendantiste, je pense que le Bloc va militer pour favoriser qu'il y ait le plus d'élus indépendantistes au Québec. Puis ça, il y a pas de... C'est ce que le chef a affirmé en fin de semaine. C'est ce que j'ai affirmé en fin de semaine au Conseil général. Puis en cas de référendum, on va travailler pour le référendum aussi, comme pour une autre option. Mais je pense que la question, parce que la question au départ, c'était surtout de la stratégie, puis tu parlais d'aller chercher le 20-30% qui nous manque. Puis moi, je me demande justement avec ça, avec la stratégie de Québec solidaire, comment est-ce que peut y arriver en te coupant de toute la partie de l'électorat qui est plus au centre, plus à droite, parce qu'on s'entend que c'est pas juste les gens de gauche qui sont indépendantistes. Il y a, en 80, même les syndicats qui sont à gauche. Il y a Mathieu Bock-Côté aussi. Oui, il n'y a pas juste lui non plus, mais je veux dire, en 80, les syndicats, ils n'étaient pas pour le oui vraiment. Puis, qu'est-ce qu'on avait pour le oui? On avait le chef de l'Union nationale. Ouais. Puis, je veux dire, c'est comme tu dis, en 95, on avait Mario Dumont avec le oui. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens à droite qui sont pour le oui. Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne manière de passer pour aller chercher l'indépendance. Deux choses là-dessus. D'abord, là, on va se le dire, on va le reconnaître, là, la droite au Québec, là, elle n'a jamais été souverainiste. Elle n'a jamais été à l'avant-garde du mouvement souverainiste. Qui a généré les deux grandes vagues d'indépendantistes au Québec? C'est les patriotes, qui étaient républicains et libéraux dans le sens traditionnel du terme. Puis c'est les syndicalistes, les progressistes des années 60 qui ont relancé le mouvement souverainiste sur une base social-démocrate. On va se le dire, c'est ça, c'est eux qui ont relancé le mouvement souverainiste. C'est pas les duplessistes, c'est pas l'Union nationale, c'est pas cette base-là. Cette base-là, elle est dans la force du statu quo, dans la force du conservatisme, donc elle n'est pas en faveur du changement radical qu'est une nouvelle république, une nouvelle indépendance. Bon, ça c'est dit. Maintenant, sur la constituante, ça c'est un autre grand mythe qu'on essaie d'attacher à Québec solidaire, que nous on veut avec la constituante barrer le Québec à gauche, enchasser le socialisme dans la nouvelle constitution du Québec. Ben ça c'est une autre grande fausseté, parce qu'évidemment que la constituante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte d'aller chercher des grands consensus, les grands consensus québécois. Au moment où est-ce que la constituante va évoluer, va débattre, va vivre, bien, ça sera à ce moment-là que les grands consensus s'exprimeront et se figeront à l'intérieur de la Constitution, qui sera soumise aux voix au final pour être certain qu'ils forment des consensus. Mais bien sûr qu'il y aura des gens dans cette constituante-là qui seront un peu plus à gauche, des gens un peu plus à droite. Mathieu Bock-Côté, moi, je l'inviterai à se présenter sur la constituante s'il veut venir débattre. Éric Duhem et compagnie, ça fait des belles assemblées. Des belles assemblées. Là, c'était quand même bien parti. Mais juste, tu sais, par rapport... je suis tout à fait d'accord avec Alex sur droite-gauche. L'indépendance est à gauche. Puis si on regarde de par le monde, les mouvements de libération nationale qui sont à gauche, moi, je les respecte, je les aime beaucoup. On ne s'entendra pas là-dessus. Non, mais quand tu regardes ce qui s'incarne à droite, c'est plutôt identitaire. Puis regarde ce qu'il y a en Flandre. Puis même si on regarde au Québec, tu as fait un beau survol historique de la gauche indépendantiste. Quand on a eu des trucs qui étaient plus à droite, même au Québec, parce qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut regarder notre passé aussi lucidement. On a eu des trucs à droite, les séparatistes des années 30, moi, je ne serais pas avec cette gang-là. Désolé, mais moi, c'était vraiment assez xénophobe, merci. Puis moi, je veux pas de ça. Une libération nationale, c'est pour la dignité, la justice du peuple, pour le libérer. Et par rapport à la constituante, là, je reviens chez Québec solidaire, parce que là, tu me dis, non, nous, quand même, c'est clair que ça va être l'issue de cette démarche-là, ça va être quand même l'indépendance. Sauf que, il y a des fois des signaux qui sont envoyés parmi les chefs de file de Québec solidaire, Amir Kadir, entre autres, que j'aime beaucoup, mais quand Amir Kadir nous dit, ça sera peut-être la souveraineté, mais pas nécessairement, la souveraineté, c'est nécessaire, mais pas nécessairement la souveraineté. Moi, il me semble... Peut-être que je connais rien en sciences politiques, mais il me semble que quand un des je sais pas comment vous vous appelez, là, le porte-parole, le co-porte-parole mâle, dit mâle alpha dit une chose comme ça, il envoie quand même un message à ses troupes que vous pouvez réfléchir à autre chose, les amis. Ça va être sur la table. Alors, comment vous allez expliquer à Amir Kadir, qui est, moi, je l'appelle notre Sidney Crosby de la politique québécoise. J'adore Amir Kadir. Je trouve que c'est un politicien qui a du courage, qui est capable de... Tu sais, on veut toujours des politiciens différents. Je trouve qu'il est super différent, mais là, ce fois-là, il est un petit peu trop différent à mon goût. Alors, comment on fait pour ramener Amir Kadir dans le droit chemin là-dessus par rapport à ça? Bon, j'espère que personne ici doute de l'indépendantisme d'Amir Kadir. Il a été un il y a des mains qui se sont levées. Il y a des mains qui se sont levées. Écoutez, j'en suis sincèrement triste parce qu'il est d'une profonde attachement à la culture québécoise. Il connaît probablement Gaston Miron plus que tous nous ici rassemblés. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Non, mais attendez, là, cet homme a une culture précise
est très fine de la québécité et il est vraiment profondément attaché au projet que représente l'indépendance du Québec. Maintenant, juste pour ta citation, que je peux te dire, moi j'ai trouvé peut-être maladroite, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire aux gens, venez participer au grand débat que va être le débat de l'avenir politique du Québec, parce qu'au final, quand tu t'assois à une table pour débattre, bien sûr qu'il n'y a pas écrit dans le ciel la fin, hein, parce qu'au final, la fin, c'est quoi? C'est le vote sur la constituante. Donc, ça confirme ce que je dis. Ben non, parce qu'il y a une ouverture pour autre chose. Au final, qu'est-ce qu'il va choisir? C'est pas Amir Kadir qui décide le résultat du référendum. C'est ça qu'il veut dire. Non, mais quand vous allez faire la constituante, c'est pas sûr qu'il est indépendantiste. Ça veut dire que c'est pas ça le vrai but. J'ai posé une question. Le bloc, c'est le bloc de questions qu'on pose, c'est sur la question de l'ascension à l'indépendance. Owen propose de faire un lit, ce qui, à mon avis, va créer une crise politique. Dès que QS est élu et commence une constituante, ça crée une crise. Non, ils vont discuter. Non, ça va créer une crise parce qu'au fédéral, ils n'aimeront pas ça, tu sais, qu'on commence à penser à ça. Le Parti québécois propose la gouvernance souverainiste, qui, l'objectif à peine avoué, c'est de créer une crise. Fait que, le lit, la constituante, le Parti québécois, la gouvernance souverainiste, c'est tout supposé finir avec un référendum. Au fond, vous avez à peu près toute la même méthode d'ascension à l'indépendance, sauf que vous voulez pas vous l'avouer parce que vous êtes trois partis différents. Non, c'est des degrés de détermination et de courage. C'est ça qui différencie. Ça, c'est le style. Ça, tu critiques le style, ça n'a rien à voir. Ah oui, non, mais écoute, moi, je serais capable de vivre avec la gouvernance souverainiste. Si Alexandre Cloutier vient pas me dire qu'il va se barrer tout de suite les mains lui-même en me disant je violerai pas la constitution légitime puis je ferai pas de geste de rupture. À partir de là, moi, j'embarque plus parce que c'est une question de détermination. S'il est déterminé pour avancer puis vraiment aller donner un coup de pied dans le nez capou à Ottawa, moi, le suivre. Moi, je suis. Si je suis dans un parti aujourd'hui, puis j'étais loin des partis politiques parce que ça m'énervait une ligne de parti, puis j'haïs ça dire ce qu'ils me disent de dire, puis tout ça. Puis moi, je suis capable de dire, puis c'est pour ça aussi que j'aime Jean-Martin Hossan. Il a dit qu'il allait collaborer avec les partis qui avanceraient comme du monde. Fait que moi, si le PQ, il s'enlève les doigts du nez enfin, puis qu'il redécouvre la lumière, ben, je vais être prêt à travailler avec eux autres. Mais là, ils sont dans le néant, là, cette fille, là. Moi, j'ai une question pour toi, Alexandre, rapidement, parce que, bon, on parle de la constituante depuis tantôt. On dit que la résultante, peut-être, ça pourrait être l'indépendance. Mais moi, la grosse question que je me pose là-dedans, c'est... Puis ça, je suis sûr que tu l'as entendu souvent, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que j'imagine que tu es un militant indépendantiste si tu es ici. Mais c'est que... Comment j'imagine? Il est très bon. On questionne Amir, on questionne Patrick. En fait, c'est que la constituante, logiquement, elle devrait se faire après l'indépendance, parce que si on l'a fait avant l'indépendance, on sait même pas si on est indépendant ou pas. Donc, toutes les choses que les gens vont décider, le fédéral peut se mettre à jouer dedans, puis tout casser, puis tout mettre à terre. Ouais. Donc, je vois pas en quoi le fait de décider pendant la constituante si l'indépendance est pertinente ou pas, c'est une bonne chose. Puis de un, puis de deux, la constituante, j'ai vu nulle part dans le programme de QS que c'était indépendantiste absolument. Moi non plus, j'ai pas vu ça. Vous l'avez vraiment mal lu. Oh non, on a très bien lu, on est deux. Franchement, c'est écrit noir sur blanc, le cadre fédéral est non réformable sur le fond. Est-ce que les l'indépendance, c'est la seule façon d'aller au bout des Est-ce que le Parti conservateur du Canada a le droit de venir siéger à la Constitution? Ben, s'il est élu aux élections organisées par Québec solidaire, probablement que oui. C'est non, mais je veux dire, est-ce que des représentants du Canada anglais vont pouvoir venir parler à la commission, qui ressemble drôlement à la commission Bélanger-Campeau, là? On s'entend, ça ressemble. Tout le monde va aller participer à la Constitution. On va arrêter de niaiser, là. La France, quand elle a décidé de se débarrasser de son roi et de refonder un pays, qui est un processus assez proche C'était déjà un pays indépendant. De refonder, une refondation nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, pour refaire notre pays, le remodeler, on va discuter ensemble sur quelle base on va le faire. L'Amérique latine, qui sortait d'une longue période de dictature, 30 ans de dictature, successivement ont décidé de refonder leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils se sont dit, on va s'asseoir ensemble et on va regarder à quoi ça va ressembler, ce pays-là. On va faire des nouveaux consensus démocratiques, progressistes, égalité homme-femme, etc. Ils se sont repris 5 fois. Nous, ils sont rendus à la 5e République. Ouais. La France, oui, en effet, ils sont un peu spéciaux. Ils ont été conquis par les Allemands aussi, il faut leur donner ça. Là. Mais nous, on fait quoi là, comme pari? On fait comme pari que la stratégie du chèque en blanc, elle a échoué 2 fois et elle va rééchouer une 3e fois. Mais parlant de chèque en blanc... Le chèque en blanc, là, c'est quoi? C'est voter pour nous, puis on verra ce que ça va donner après. Mais parlant de chèque en blanc, quand on regarde les constituantes modernes, l'Islande, ça, c'en est un chèque en blanc. On va sortir les banques, on va faire la révolution, et hop, ça accouche d'une souris, même pas une demi-souris. Quand tu veux acheter une maison, là, est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dedans?
La couleur des murs, le nombre de pièces, ça va-tu être meublé? Moi, j'aimerais ça savoir. On s'achète une nouvelle maison, là. C'est ça qu'on s'enligne pour faire, là. Moi, j'aimerais ça savoir la fondation de la maison en premier. Vraiment, là, la fondation, je trouve que c'est pas pire aussi. Ben oui, mais puis la fondation me semble chancelante. C'est une première étape, mais j'aimerais ça, moi, savoir à quoi ça va ressembler. Moi, je veux pas nécessairement, là, qu'elle soit pareil comme le Venezuela d'Hugo Chavez, là. C'est pas ça l'idée, là. Ah, et moi non plus, je veux dire... Moi, je suis pas un gros fan de pétrole. Moi, d'ailleurs, c'était une des distinctions pourquoi il y a deux partis politiques souverainistes, parce qu'il y en a un qui est pour le pétrole, un qui est contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour reprendre ton analogie sur la maison... C'est pour vous dire qu'au final, là, tu veux dire quoi? Tu veux dire aux gens, regardez, ce pays-là, il va ressembler à ça. On l'en a décidé ensemble, on l'a rêvé, on l'a dessiné, on l'a regardé, on l'a branché, on l'a fondé, on peut le dire, go, on le démarre. Mais tu peux faire des gestes fondateurs quand même avant d'arriver à l'Assemblée constituante. C'est pour ça que moi, j'aime mieux la démarche de ON, parce que ça arrive plus loin dans le processus. Bon. Parce que si on regarde, mais je fais rapidement, si on regarde, tu sais, quand l'Union soviétique s'est effondrée, tu sais, les républiques, les anciennes républiques soviétiques ont fait des déclarations d'indépendance et ont fait ensuite organiser des référendums sur les constitutions. Fait que, tu sais, il y avait quand même une décision qui était prise par le peuple pour de quoi devrait avoir l'air ce pays-là, mais il y avait quand même un geste fort dès le départ qui disait... C'est halte là, fini, c'est chez nous ici, puis déguerpissé. Bon, OK, un petit mot pour terminer. Je voudrais juste, en reprenant ton analogie de la maison, que tu me dis, quand on planifie acheter une maison, on regarde quelle couleur on va mettre les murs, quelle couleur on va mettre les meubles. Je pense que un peu, mais il y a aussi qu'on peinture pas les murs avant d'avoir acheté la maison. Là. Je veux dire, si on se met à faire une constituante puis qu'il n'y a rien qui marche, puis qu'on fait pas l'indépendance, ben finalement, on va avoir perdu notre temps. Bon, on va justement parler de ça, en fait, l'exercice du pouvoir avant l'indépendance, parce qu'on sait que l'indépendance va pas arriver le jour même de l'élection. Alors, qu'est-ce qui fait le parti? Donc, on a parlé de constituante, mais je veux dire, avant la constituante, la constituante va pas arriver demain matin. Donc, quel est le rôle d'un parti le jour de son élection? Ne pas perdre son âme. Vous avez 2 minutes chacun pour parler. Ouais. Là, c'est commence, puis tu peux commencer avec ne pas perdre son âme. Regarde, moi, ce que je trouve qui est vraiment important, puis si on veut pas alimenter le cynisme politique de la population, là, tu sais, quand tu arrives, tu peux pas faire... Puis là, ça me fait beaucoup de peine là, de le dire, mais tu peux pas faire comme Pauline Marois, avoir un carré rouge, puis t'arrives, puis là, t'es rendu au pouvoir, tu l'as enlevé, puis là, c'est la hausse perpétuelle, puis là, P6, là, c'est correct, avec le ministre enlisé, puis tu sais, non, il faut pas que tu perdes ton âme. Il faut que tu restes toujours fidèle à tes rêves de jeunesse. C'est Bourgault qui l'a dit au PQ. Il l'a dit dans les années 60, puis il faut encore vous le dire aujourd'hui, en 2013. Parce que, à partir du moment où vous commencez à jouer dans Poutine, puis à essayer de charmer la gang de la CAQ, ben, pendant ce temps-là, vous perdez toute la gang qui va nous permettre de faire le pays. Vous êtes en train, tu sais, Jean-Martin Hossan a dit à un moment donné, durant la dernière campagne électorale, que le PQ serait probablement plus nuisible pour la souveraineté que les libéraux. Ben, maudit, il avait raison. Parce qu'en plus, vous avez mis un couvercle sur la marmite, puis là, la résistance s'est toute effondrée. Puis là, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment, tu sais, si on regarde, là, Val-Jalbert, on regarde P6, on regarde... Vous êtes des libéraux déguisés en bleu. On va y aller avec Alexandre. Ouais. On va faire Alexandre, OK. L'élection de l'Assemblée constituante, à mon avis, doit arriver au tout début. Moi, si c'était moi le premier ministre, j'en ferais le projet de loi 1, en fait. On arrive au pouvoir, projet de loi 1, boum, on déclare l'Assemblée constituante et on commence le processus qui durera plusieurs mois, certainement. Mais en attendant, l'issue de cette constituante-là et le grand moment fondateur qui serait l'adoption en majorité de la nouvelle constitution qui déclarerait l'indépendance, évidemment qu'un gouvernement qui se positionne sur l'axe gauche-droite, donc sur la répartition de la richesse, comment on la fabrique, comment on la répartit, comment on aide les plus poqués, est-ce qu'il faut avoir des impôts élevés, des impôts plus bas. Ça, c'est normal. Toutes les sociétés, qu'elles soient libérées ou pas, ont ce genre de débat-là et c'est sain. Hein? Des gens qui dorment dehors, qui sont sans logis, ils ont besoin de logement social. Ils en avaient besoin hier, ils en ont besoin aujourd'hui, ils en auront besoin demain, puis ils en auront besoin après l'indépendance. Donc, c'est pas parce qu'on attend le référendum qu'il faut gommer nécessairement le débat social qui a cours et qui est sain. Et nous, évidemment, vous nous connaissez, on a un programme progressiste basé sur la répartition des richesses, sur le fait qu'il y a de l'argent au Québec. La question, c'est comment on la répartit, comment on est capable de la créer pour qu'elle soit répartie également, que la prospérité est partagée. On a un plan vert qui s'en vient en septembre, qui est notre vision de l'économie, qui est maintenant axée sur l'écologie, parce qu'on ne sortira pas de cette crise-là économique si on n'opère pas une transition écologique rapidement, parce qu'elle aura, cette crise écologique-là, maintenant, un impact majeur dans quelques années sur la crise économique. Geneviève? Oui, j'ai adoré comment tu as démarré ton intervention. J'imagine. Parce que tu as parlé d'âme, mais c'est ça. C'est quoi l'âme? C'est l'attitude militante, électorale. Je ne t'apprends rien de tes vieux jours du PQ.
Mes rêves de jeunesse au PQ, je ne crois pas qu'ils sont égorgés. Je crois sincèrement que... OK, je voudrais vous raconter mon histoire de campagne électorale. Ça a commencé, tout va bien aller, les libéraux, c'est sûr, vous allez les planter. Après, c'était, je vais voter avec mon cœur, même si c'est pas certain que vous allez peut-être pas sortir les libéraux. Et ça a donné au final que par chez nous, le député libéral, il continue de dormir à l'Assemblée nationale, puis tout le monde fait comme si ce n'était pas si grave. Parce que dans le fond, Pauline, elle parlera pas de souveraineté. Mais là, Pauline, elle parle de souveraineté. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'elle parle pas de souveraineté de la manière qu'on voudrait qu'elle en parle. Mais... c'est pas si pire. Mais, non, quand on dit Alexandre Cloutier, j'aimerais mieux qu'il se barre pas. Non, mais moi, il en parle. C'est pas parler, c'est agir, moi. Il n'y a jamais de conditions suffisantes parce que le parti est au pouvoir. Ça, je le comprends. Ça prend une contestation. Faut pousser dans le derrière pour que la barrique avance, des fois. C'est sûr. Mais c'est lequel parti là, qui est capable de mobiliser des gens, qui est capable d'aller communiquer sur la souveraineté de manière massive? Il y en a un. Vous pouvez taper dessus. Vous pouvez taper sa tête tant que vous voulez. Mais ce parti-là, il va la faire, la job. Il est en train de la faire, la job. Donc, pas à votre goût. J'ai mon carré rouge sur mon sac. On me dit, t'as pas honte. Je n'ai pas honte. Le carré, il reste. Celui de Pauline, il est parti. Pauline, c'est la première ministre. Moi, je suis militante. On a deux réalités bien différentes. Sur le terrain, on a une réalité, puis on essaye de la communiquer au parti. Puis, vous savez, c'est quoi? Vous avez monté dans les échelons du parti. Okay, mais... Puis on va aller aussi avec Xavier. Donc, il ne pourra pas aller au pouvoir, mais dans le fond, le Bloc, si, mettons, il retournait en opposition officielle, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Parce que c'est plus la même situation qu'avant, pas du tout, surtout avec le NPD. Donc, si le Bloc revient à l'opposition, qu'est-ce qu'il va faire? Mais je pense pas qu'il y ait une si grosse différence entre le Bloc de s'il revenait en position officielle. De toute façon, il reviendra pas en position officielle. On en est certain, je veux dire, avec les changements de la carte électorale canadienne, la minorisation constante du Bloc, puis je pense pas qu'on ait 75 comtés à la prochaine élection. Là. Donc la question, c'est vraiment pas si le Bloc va prendre le pouvoir en position officielle ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut surtout peut-être penser au côté de... Parce que tantôt, on a parlé de advenant qu'on prend le pouvoir ou que... Moi, je vais peut-être plutôt y aller du côté d'un oui. Du côté qu'on réussit à arriver à l'indépendance, le rôle du Bloc là-dedans, mais je pense que c'est vraiment, avec son expertise, avec sa connaissance du fédéral, d'essayer de négocier le maximum, d'aller chercher le maximum, d'utiliser le rapport de force qu'on a aussi au maximum pour pouvoir tout garder ce qu'on a, d'être très vigilant. Puis, évidemment, ça, cette expertise-là, c'est une expertise qu'on n'a pas dans les autres partis, dans les partis provinciaux. Et puis, sur la question que Patrick disait tantôt, je pense que c'est vraiment important, justement, que tu disais de garder sa flamme, de garder son énergie du début. Je me rappelle pas des mots exacts que tu avais employés. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'une fois que tu as eu un oui, une fois que tu as réussi à faire l'indépendance, mais c'est plus le temps de négocier puis de dire, finalement, on l'a fait à moitié. Finalement, peut-être que l'indépendance, on va mettre du jus puis on va vous donner du lousse. Non, les Québécois ont voté ça puis c'est ça qu'on va leur donner. C'est la même chose quand un gouvernement est élu. Je pense qu'il faut qu'il respecte ses promesses. Bon, là, on peut donner le bénéfice du doute parce qu'on s'entend qu'ils sont minoritaires puis c'est moins facile. Mais c'est sûr que si on recule à chaque fois, c'est sûr que les gens n'ont pas confiance. Ils disent, si ce que tu dis, tu le fais pas après, c'est quoi l'affaire? Puis je pense qu'il y a une question là-dessus aussi, c'est que un gouvernement qui prend le pouvoir, par exemple, qui est minoritaire, on a eu l'exemple des conservateurs qui ont pris le pouvoir minoritaire, déposaient des projets de loi qui répondaient à leurs convictions, qui répondaient à ce que les autres pensaient, puis que ça satisfaisait leur base. Puis c'est peut-être une mini-critique à l'égard du PQ, mais peut-être que des fois, ils devraient déposer des projets de loi qui font plus plaisir à leur base, quitte à ce que, rendu à l'Assemblée nationale, il y ait des modifications qui se fassent, mais au moins qu'ils montrent, qu'ils croient en ce que dans leur plateforme. À la défense du PQ, le projet de loi 14, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, là. Non? Non? OK. Voilà la question de la langue. Ça s'appelait à qui? Le projet de loi 14, c'est à la base du PQ. Ça s'appelait pas aux libéraux, ça s'appelait à peu près pas à QS, ça s'appelait certainement pas à CAQ. Je veux dire, à un moment donné, ça s'appelait aux indépendantistes purs et durs, ceux qui travaillent sur la langue. Puis au niveau alors, il est pas à ton goût, il passait fort. Non, je te dirais franchement, moi, je suis très peu nationaliste, en fait. Moi, où j'ai un problème avec les histoires, c'est comme le statut d'une ville bilingue qui est en bas de 50 %. Moi, j'ai un petit malaise avec ça. Je te dirais, franchement, moi, la loi 101, c'est correct, c'est une loi que je respecte au bout, que j'aime, c'est correct, là. Mais moi, si c'est pour sauver le français dans un cadre provincial, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, j'aime autant devenir anglophone demain matin, là. Moi, je veux... Non, je sais, mais je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où, tes gestes forts sont dans le dossier linguistique, puis c'est correct, là.
Mais il faut que tu pousses l'autre aussi. Tu peux pas être timoré dans le dossier indépendantiste puis être dans le dossier linguistique la pine dans la planche, parce qu'on comprend aussi qu'il y a comme une stratégie de charme qui est adressée à ceux qui ont voté jadis pour l'ADQ, tu sais, toute l'identité puis tout ça. Puis c'est correct là, mais il faut que tu avances l'indépendance simultanément. Ben justement, qu'est-ce qu'on fait pour comment on vend la souveraineté aux gens? Comment on est rendu où là? Qu'est-ce qu'on fait pour la vendre mieux? Que elle soit belle, là, Tu ne l'indépendance. laissais pas débattre un peu sur la dernière question? Oui. On continue dans ce veine-là, mais dans le sens, tu sais, on parle d'assemblée constituante, on parle d'informer les gens, mais comment on vend ça, la souveraineté? Non, je dis ça parce que j'avais une question pour Patrick, parce qu'en fait, sourciller, c'est... Parce que tu dis que tu préférais un Québec indépendant anglophone que Québec... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit si... Non, ce que j'ai dit, c'est si on est pour faire une guerre linguistique, mais qu'on veut devenir une genre d'Acadie, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas me faire militant de la langue. Moi, je suis un militant indépendantiste. Moi, je veux faire un Québec libre français, culture forte québécoise, oui. Si c'est pour faire un combat d'arrière-garde parce qu'on n'est pas capable d'arriver à la libération, puis qu'on est juste dans un cadre provincial pour faire une loi 101 puis mettre un plaster sur la gangrène, ben moi, je vais aller vivre dans le bois, ça m'intéresse pas. Ouais, mais c'est comme, puis là, la défense un peu de PQ, c'est que l'objectif de ça, je dirais, c'est probablement les mots de Joseph Facal qui le proposent mieux, c'est que là, l'indépendance n'est pas possible demain matin, mais il faut qu'elle soit encore possible dans 10 ans. Ah oui, Fait que là, tu mets un plaster pour que ça arrête de saigner pendant 10 ans, puis on espère que dans 10 ans, les conditions soient là. Mais il faut que tu avances dans l'autre dossier aussi, c'est juste ça que je dis, là. Mais je revenais à la question de Coralie. La question, c'est comment on vend la souveraineté. Puis au PQ, là, le gouvernement actuellement parle de gouvernance souverainiste. Fait le projet de loi 14 entre là-dedans. Il y a d'autres choses qui rentrent là-dedans. Il y a Alexandre Cloutier qui fait ça un peu sur le fédéral. La gouvernance souverainiste, c'est quoi pour les autres partis? Parce que c'est un label, la gouvernance souverainiste. C'est un label, c'est une étiquette. C'est du marketing d'appeler ça la gouvernance souverainiste. Mais un parti indépendantiste au pouvoir, ça fait quoi? C'est ça, c'est qu'on appelle ça comme vous voulez. Il faut que ça aille une conséquence. Est-ce qu'on finance de la promotion de la souveraineté avec les fonds publics? Est-ce que il y a un malaise avec ça dans ce souveraineté? Alors la question c'est comment on vend la souveraineté selon différents partis, différentes approches. Là. Ben déjà, on pourrait utiliser un autre terme que vendre. Oui, c'est ça. Je t'avoue que ce qui m'énerve un peu dans la campagne actuelle du PQ, c'est que j'ai l'impression qu'on tente de vendre l'indépendance comme on va monter une business. On se part d'une business, puis voici notre plan d'affaires, puis on va sauver 3 piastres. Ça prend puis un ça plan va coûter d'affaires. 3,99. La Banque de développement du Québec, c'est un plan d'affaires pour le Québec. On fonde pas un pays comme on part une business. Là. Moi, si on avait à faire une analogie, il me semble qu'on fonde plus un pays comme on fonde une famille, sur des valeurs, sur des projets. Moi, mais je veux pas faire du Québec un pays parce que je veux sauver de l'argent. Ça va coûter moins cher 2 ministères. C'est pas ça, là. C'est pas ça qui anime la fibre du Québec. Alors, la fibre du Québec, c'est la capacité avec ton pays de te reproduire dans le temps, d'avoir une succession, d'avoir que tes petits-enfants pourront parler français en Amérique. Ça va être possible. C'est pas parce qu'on va sauver 3-4 piastres avec juste un ministère de l'Environnement en place de 2. C'est n'importe quoi. Si vous continuez dans cette ligne-là, avec l'indépendantisme à la petite scène, à la petite semaine, ça marchera pas. Il faut que vous fondiez un projet de société. Tu fondes un nouveau pays, il faut que tu aies un projet de société qui vienne avec. On va pas changer de pays pour garder la même maudite vie qu'on a actuellement. Hein? Rien changer. Restez chez vous. Aucun représentant n'ira vous visiter. Tout va être tranquille. Il n'y en aura pas de problème. Il n'y aura aucune différence entre l'avant et l'après. Ben non! Mais non! Il faut qu'il y ait une différence entre ta vie actuelle et la vie après l'indépendance. Il faut que ce soit un instrument de changement. Alexandre, dans plein de pays, il y a des dictateurs au pouvoir, puis ça change rien dans la vie des gens. Ouais. Les gens peuvent travailler, vivre, manger, aller à l'épicerie, puis il y a un dictateur au-dessus de leur tête. Que ça change en démocratie, la seule chose que ça change dans leur vie, c'est qu'ils ont le droit de voter puis ils ont plus de droits, mais la plupart n'exercent pas ces droits-là. Les gens qui habitent... il y a des gens dans notre société qui habitent en banlieue puis qui s'en sacent de la vie politique. Il y a des gens qui connaissent bien plus les gagnants d'occupation double que les noms des premiers ministres. Ces gens-là, qu'il y ait un dictateur ou pas, ça change rien. La question, le rêve, la projection, qu'est-ce que ça change dans leur vie, eux, ils verront même pas ça. Parce que ça sera jamais assez effectif. Même l'indépendance sera jamais assez effective pour que ça change dans la vie de ces gens-là nécessairement. Il y a des gens pour qui il faut dire tu vas pas être perdant si on le fait. Pourquoi tu nous empêcherais de le faire? Tu sais? Si je dis là, on s'en va tout à cabane à sucre dimanche, puis toi tu vas avoir la maison toi tout seul. T'en as rien à cirer de la cabane à sucre, tu restes à la maison, tout le monde est content. Je pense Ces gens-là, il faut juste leur faire sentir que c'est pas une perte et ça n'en serait pas une. Fait que c'est pas de la gestion de la petite semaine, c'est une stratégie qui correspond à un certain type de personne qui a besoin de voir des colonnes de chiffres. Puis des colonnes de chiffres, il y en a des entreprises sans âme, sans vision, là, mais
au Québec, les petites entreprises, les moyennes entreprises, c'est des gens qui ont une âme et une vision. Là. Moi, j'œuvre dans les PME depuis 10 ans, là, puis je peux te dire que s'il n'y avait pas d'âme là, on ne t'offrait pas. Mais là, on nous parle de parce que je t'écoute Alexandre, puis je t'écoute un peu aussi Patrick, puis j'entends dire... Beaucoup, tu m'écoutes, là. Ben oui, ben je vous écoute beaucoup, puis c'est intéressant à parler de ça. Mais... tu sais, vous me dites, ça prend une grande révolution, ça prend des gros changements, il faut qu'on revire tout à l'envers, mais on s'entend que monsieur, madame, tout le monde dans le 450, là, qui habite dans sa maison dans le banlieue, lui, ce qu'il veut pas, puis même les gens qui ont de l'argent, leur but, c'est pas que tout change du jour au lendemain. Leur but, c'est de savoir que l'indépendance, ça va être mieux pour eux autres que ce que c'est en ce moment. Parce que des gros changements énormes, là, on l'a vu, qu'est-ce que ça a donné en Chine, ça crée puis ça a donné dans d'autres pays aussi, dans l'extrême droite. Je veux dire, des changements comme ça, ce que ça fait que les gens deviennent traumatisés, ça fait qu'il y a un bris dans la société. Puis je pense que c'est important qu'il y ait une continuité avec ce qui est déjà en place, puis que les gens sachent se retrouver aussi dans la société. Là. Ben, attends. As-tu fait un parallèle entre le projet de Québec solidaire et le projet de la Chine communiste? Ah oui, vous êtes Mao Tse. C'est Maoïste. Pas tout à fait. Pas tout à fait, OK. Tout d'abord, moi, je pense qu'on devrait arrêter d'un petit peu être condescendant envers les gens du 450 puis tout ça. T'sais, moi, je viens d'une région, puis tu sais, j'ai vu des... Au contraire, c'est vraiment pas la condescendance. Non, je sais, mais tu sais, ils connaissent plus occupation double, tu sais, je sais pas, là, ben, tu sais, puis c'est correct. Attends, l'animateur, c'est moi pas moi qui les ai nommés, les 450 là-dessus. J'ai nommé ces gens-là, puis ils existent. Bon, ils habitent n'importe où. Mais juste avant, oui. on va inviter les gens à s'approcher du micro. On va vous donner les droits de parole. On l'a pas fait pour le premier bloc. On va y enchaîner qu'une question, puis après, on va donner la... en fait, il y a déjà quelqu'un, fait que... Mathieu, c'est notre question à Mathieu. Pour ceux qui ont écouté l'émission souvent, Mathieu, souvent une question pour vous. Alors, je vous donnerai le droit de répondre à Mathieu. Il est plus beau aujourd'hui. Salut, l'invité. D'habitude, j'ai une musique, là, mais là, j'en ai pas. Salut le public, t'es beau, t'es venu en chiffre, ça a fait un nombre. Salut Coralie, je te trouve belle. Salut Stéphane, je la trouve belle Coralie. OK, d'après l'Institution économique de Montréal, la dette du Québec, elle augmente de 23 millions de dollars par jour. Ça, c'est 15 902 piastres par minute ou bien 265 piastres par seconde, en excluant la dette fédérale. Ma mère a dit que c'est un puits sans fond, puis mon père, il dit que c'est super important de le rembourser à n'importe quel prix. Fait que je suis un peu mêlé. Je veux pas casser le fun, là. On va peut-être pouvoir un jour avoir notre pays, mais ça m'étonnerait bien gros qu'on aille notre banquier. Moi, j'aimerais savoir... Si on se sépare, c'est quoi qui arrive avec ces dettes-là, autant fédérales que provinciales? Moi, c'est Mathieu. J'aime beaucoup la politique puis l'économie parce que c'est deux sujets que je comprends pas, mais qui gèrent ma vie. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Ne soyez pas intimidés, vous n'avez pas besoin de faire un speech de même pour les prochaines questions, mais vous avez juste à vous approcher au micro à n'importe quel moment, on va vous donner la parole. Avez-vous compris la question, tout le monde? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec la dette à peu près? Bon. Rapidement là-dessus, je pourrais dire que il y a des études qui disent que puis ça fait longtemps, là, je veux dire, la dette du Québec est dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. On a une grosse garantie énorme qui s'appelle Hydro-Québec, puis toutes nos sociétés d'État, la SAQ, qui valent super cher. On a nos ressources naturelles qui en a encore plein tout le nord du Québec, puis partout à travers le Québec. Là, oui, mais Patrick parle du pétrole. Donc, je pense que sur la question de la viabilité économique de la dette, je pense qu'on n'a vraiment pas à avoir peur là-dessus. Puis même notre taux d'intérêt qu'on nous dit qui est super élevé, bien, il est à peine plus élevé que celui de l'Ontario. Là, donc, c'est des peanuts là, comme différence. Puis encore là, je veux dire, sur la viabilité économique, bien, on s'entend tous que c'est le Canada qui gère notre argent en ce moment, puis ce serait bien plus payant pour nous autres d'utiliser nos leviers pour nous favoriser plutôt que pour favoriser l'Ouest. Là. Est-ce que quelqu'un a... Oui, Comment? Tu m'as même pas laissé parler tantôt, j'avais quelque chose à dire. Mais tu vois, tu sais, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que Xavier vient de dire. Maintenant, je dirais à Mathieu, il parle de l'Institut économique de Montréal, les radios poubelles, tu sais, ce sont des militants aussi, là. Fait qu'ils arrivent, eux autres, avec un discours par rapport à la pauvreté du Québec, là. Ils nous content des histoires à dormir debout. C'est pas vrai qu'on est pauvre. On fait partie des puissances économiques mondiales. On est capable de se prendre en main puis de voler de ses propres ailes. Par rapport à la dette fédérale, quelque chose qui est intéressant, c'est que, tu sais, souvent les gens nous disent, bon, mais quand vous allez être dans une dynamique d'indépendance puis de négociation de la transition des pouvoirs puis tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est sûr que ça va être compliqué, ne serait-ce que de régler les problèmes de fonction publique fédérale, provinciale. C'est un beau défi, mais
si quelqu'un, ils nous disent, bon, ben, vous n'avez pas droit à ci ou à ça ou à ci, entre autres, par rapport à ce qu'il y a dans l'armée canadienne qu'on a payé, ben, tu sais, la monnaie d'échange est très simple, c'est la dette fédérale qu'on prend à notre compte. Tu veux pas me redonner ce qui m'appartient, ben, je diminue en conséquence la part de la dette fédérale que je prends à mon compte. Donc, c'est un méchant atout qu'il y a une dette au fédéral, parce que ça va nous faciliter la sortie de ce maudit pays-là. Moi, je dirais, Mathieu, contrairement à toi, je crois qu'il y en a un banquier au Québec et malheureusement, il est rendu président du CA d'Hydro-Québec. Mais bon, ça, c'est une autre histoire qui légitimise d'ailleurs qu'il y ait deux partis souverainistes. Il y a un problème de médias aussi. Un de centre, peut-être centre-droit, j'oserais dire, et un de gauche. Maintenant, sur la dette, qu'est-ce qu'il faut faire? À Québec solidaire, on a la proposition de faire un audit de la dette. C'est-à-dire, on va s'asseoir, on va la décortiquer là, de A à Z, cette dette-là, d'où elle provient, en quelle année elle a été contractée, pour faire quoi, à quel prix, à qui, et on va analyser si à chaque fois qu'une portion de cette dette-là a été contractée, est-ce que le taux de prêt qu'on a eu était le taux qui était réaliste, est-ce que c'était un taux correct, est-ce qu'on s'est fait escroquerie, quelle part on sera à mesure négocier à nos débiteurs, et ce qui ferait en sorte, il y a beaucoup de pays qui ont fait ça, notamment à l'Équateur, et au final, ils se retrouvent à payer une partie beaucoup moins importante